Oui, il s'agit d'un amendement de suppression de l'article. Emmanuel Macron indiquait en mars dernier: la santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Nous souhaitons aider sa majorité et son gouvernement à respecter ces promesses. La contrainte qui pèse sur le financement de la sécurité sociale est liée étroitement à la gouvernance par la fixation d'objectifs de dépenses. Nous avons une philosophie à l'opposé de celle du gouvernement et des gouvernements précédents. Nous ne considérons pas la santé publique comme une dépense de l'État, déjà parce que ce n'est pas le budget de l'État, mais celui des cotisants et cotisantes. Et de plus, l'État gère le budget de la sécurité sociale comme dans une optique néolibérale, en faisant passer l'argent avant les gens. Mutualisation des services, téléconsultation, fermeture de lits. Nous avons vu les conséquences de ces politiques austéritaires durant la crise sanitaire, sur lesquelles il faut revenir complètement. Les hôpitaux ont besoin d'un plan massif de recrutement, de rééquipement, et non d'aller jouer leur budget en bourse comme ce PLFSS le permet. Et si nous voulons rendre à nouveau attractif ce métier, ce n'est pas avec l'Ondam que vous proposez que nous y arriverons. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de l'article. Monsieur le rapporteur. Un avis défavorable, Madame Obono, d'abord parce que c'est un article obligatoire de LFSS et qu'on ne peut le supprimer. Et puis, pardon, mais un Ondam à 8,8% en 2020, avec des annonces dans cet hémicycle du ministre de la Santé qui apporte 2,4 milliards d'euros supplémentaires pour répondre à la crise sanitaire cette année. Un Ondam l'année prochaine à plus de 6% hors mesures sanitaires, pour justement donner encore plus de moyens à nos établissements de santé, rendre les métiers et l'hôpital public et les EHPAD plus attractifs. Pardon, mais les moyens sont là, les gestes, les actes politiques sont là, concrets, qui a été attendu depuis des années par l'ensemble des soignants. Donc un avis très défavorable. Ministre. Madame Obono. Monsieur le rapporteur, vous aurez beau le répéter, ça ne sera pas une réalité quant au fait que vous répondriez aux besoins de l'hôpital et aux revendications des soignants et soignantes qui restent extrêmement critiques de votre politique. Vous compensez à peine, en fait, les restrictions budgétaires que vous-même avez imposées dans la lignée. Bien sûr, vous n'êtes pas comptable complètement. Les gouvernements précédents, auxquels une bonne partie de votre majorité participait aussi, dans la même logique, avaient déjà fait le travail de casse de l'hôpital. Et vous n'avez pas arrêté la politique de fermeture de lits, fermeture de services. Une des raisons pour lesquelles nous sommes aussi dans la situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes, c'est parce qu'il y a toujours cette tension dans l'hôpital public. Et la crise sanitaire a montré justement l'échec complet d'une politique que vous ne voulez pas remettre en cause en continuant à vous inscrire dans les fourches codines de cet Ondam. Donc non, vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. Et oui, il faut remettre en cause la logique même de l'Ondam et la construction du PLFSS tel qu'il est fait depuis trop d'années. Merci, chers collègues. Oui, cet amendement vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d'arrêts maladie pour burn-out est supérieure à un certain seuil. On a déjà eu donc ce débat effectivement en commission des affaires sociales. Je vous demanderai le retrait donc de votre amendement car il existe déjà des mécanismes de majoration donc des cotisations AT-MP en fonction de la sinistralité, vous le savez. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, je préciserai que le taux des cotisations des AMP est composé, en plus de majorations forfaitaires communes à l'ensemble des entreprises, un taux brut calculé en fonction du nombre d'AT-MP sur la période triennale de référence, c'est-à-dire de N-4 à N-2. Ces mécanismes seront renforcés à partir de 2022 par l'entrée en vigueur du dispositif prime signal. Ce dispositif majorera donc dans la limite de 10% le taux de cotisation des entreprises de 10 à 19 salariés ayant des accidents du travail récurrents. À l'inverse, les entreprises de même taille ayant une démarche positive donc, en matière de prévention seront récompensées par une réduction forfaitaire des cotisations. Vous proposez dans votre exposé d'augmenter ces majorations, mais pour autant, le dispositif que vous décrivez dans l'amendement
lui, ne propose absolument aucune majoration. Donc, je comprends votre philosophie et votre volonté, mais aujourd'hui, des mécanismes existent, ils vont être renforcés, et au regard de ce que proposent vos amendements, je proposerai donc le retrait. Oui, Madame Obono. Mais comme vous le savez, nous avions proposé une loi qui permettrait de reconnaître l'épuisement professionnel comme maladie. Il nous semble qu'il serait positif que nous n'attendions pas encore longtemps avant d'établir, avant d'avoir suffisamment d'arguments sur un établissement scientifique d'une réalité qui malheureusement fait énormément de victimes pour les personnes, mais aussi pour l'organisation même du travail. Et donc, il est bien dommage que nous n'ayons pas, en tant qu'Assemblée nationale, pris les devants là-dessus et rendu l'épuisement professionnel tel que c'est-à-dire une maladie qui se déclare dans le cadre du travail. Merci, Madame Obono. Alors cet amendement, donc l'amendement 93, demande un rapport sur la prise en charge des personnes exposées à des pesticides en dehors de leur activité professionnelle. Les atteintes à la santé au cours d'exposition à des pesticides au cours de l'activité professionnelle ne doivent pas être les seules indemnisées. Nous proposons donc d'étendre l'ensemble des personnes qui vivent dans des zones riveraines d'épandage de pesticides et qui présentent des affections. Le fait même de présenter ces affections et de vivre dans ces zones instaure un lien de corrélation suffisant qui doit permettre la prise en charge des personnes par le fonds d'indemnisation. Et pour le 94, il s'agit également d'une demande de rapport à laquelle tient particulièrement notre collègue Caroline Fiat, qui a porté ce dossier sur les questions relatives aux enfants nés de malformations congénitales. Depuis 2011, plusieurs cas de ce type ont été relevés dans le département de l'Ain. Au moins 8 cas d'agénésie transverse des membres supérieurs, c'est-à-dire lorsqu'un bras ou une main ne sont pas développés à la naissance d'un bébé, ont été signalés dans une zone relativement limitée. Plusieurs autres zones dans le Morbihan et le Pays de Loire ont été identifiées. Les autorités sanitaires ont tardé à reconnaître le phénomène, laissant souvent les parents seuls face à un problème qu'ils croyaient isolé et dont aucune cause ne leur a été donnée. C'est l'association gérant le registre des malformations de la région Rhône-Alpes qui a été à l'initiative pour alerter le grand public et les autorités nationales sur la récurrence du phénomène. Or, la piste des pesticides est aujourd'hui la plus crédible selon les chercheurs et chercheuses de l'INSERM et de l'ANSES. Par ailleurs, les travaux réalisés dans le cadre de l'expertise collective INSERM Pesticides et Santé 2013 ont souligné la problématique des cancers chez l'enfant en relation avec l'exposition aux pesticides. Au vu des périls environnementaux qui pèsent sur la santé publique et qui sont une des causes possibles de la multiplication de ces cas, nous proposons donc une indemnisation pour les enfants qui en sont victimes. Alors, il s'agit d'un amendement pour faire en sorte que l'ensemble des soignants et soignantes qui ont pu contracter pendant au moins la première vague, mais aussi malheureusement la seconde qui est là, qui ont pu contracter la Covid-19, soient pris en charge au titre de maladie professionnelle. Puisque lorsqu'un ou une salarié obtient la reconnaissance comme maladie professionnelle, elle ou il bénéficie d'une prise en charge des frais médicaux et reçoit une compensation en cas d'incapacité temporaire ou permanente. C'est donc une reconnaissance particulièrement importante pour les salariés premiers et premières de corvée qui ont contracté le coronavirus durant l'épidémie. Or, le décret du 14 septembre 2020 relatif à cette reconnaissance exclut une partie des soignants et soignantes du dispositif. Seuls celles et ceux gravement atteints ayant eu besoin d'une assistance respiratoire sont concernés, et les personnels moins durement touchés et tous les autres caissiers, caissières, éboueurs, éboueuses, salariés de la grande distribution et des transports hors
de la santé devront suivre un véritable parcours de combattants et combattantes pour se voir reconnus. Il nous semble que c'est particulièrement injuste et au regard, y compris du rôle essentiel de ces soignants et soignantes et de l'ensemble de ces salariés. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait une évaluation de ces dispositifs pour faire en sorte que la reconnaissance soit accordée à tous les salariés essentiels qui continuent à nous aider à faire face au virus. 8 milliards, c'est les besoins de financement pour arriver à un ratio entre résidents et soignants acceptable dans les EHPAD. C'est également ce que souligne le rapport d'information sur les EHPAD remis en mars 2018 par les députés Fiat et Iborra. Quant aux besoins de beaucoup plus d'encadrement, car les personnels, ils sont à bout, accidents musculo-squelettiques, perte d'estime de soi, et les établissements n'arrivent plus à recruter d'aides-soignantes. Les résidents et résidentes sont maltraités faute de moyens, escarres non soignés, protection non changée, toilettes réalisées en 5 minutes chrono sur des corps fragiles. La première recommandation du rapport consistait donc à ce que soit relevé le ratio entre soignants, soignantes et résidents et résidentes pour atteindre un taux minimal de 0,6 soignants par résident. En effet, selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique en 2009, il est constaté pour les soins d'hygiène qu'un ratio de personnel soignant de 0,6 soignants, soit 60 pour 100 habitants, permet d'assurer une toilette adaptée par jour et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l'état cutané et d'assurer une prévention d'escarres, des soins de nursing journalier et un habitage soucieux de l'image corporelle du résident. À 0,3 soignants, soit 30 pour 100 résidents, cela n'autorise qu'une seule toilette, au geste plus rapide, prodigué le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre, le bain n'est plus donné tous les 15 jours et les soins de nursing restent succincts. Or, aujourd'hui, nous avons un ratio de 0,25 aides-soignantes et de 0,06 infirmiers et infirmières par résident et résidente. Ainsi, pour faciliter la prise en compte de cette recommandation, chiffrée donc à 8 milliards d'euros, nous demandons au gouvernement un rapport pour que se mettent en place ces moyens. Il s'agit d'une demande de rapport à nouveau concernant le statut du travail détaché que nous considérons être une aberration juridique avec des conséquences dramatiques sur les travailleurs et travailleuses concernés, mais également sur les finances de la sécurité sociale. Concernant les travailleurs et travailleuses d'abord, elles et ils perçoivent un salaire qui ne correspond pas au travail qui est effectué et encourage une forme de dumping social entre salariés qu'il faut décourager. Sur les finances de la sécurité sociale ensuite, parce que les cotisations non versées sont une perte pour les caisses de la sécurité sociale. Rappelons qu'en 1954, la France a ratifié la Convention 97 de l'Organisation internationale du travail sur les travailleurs et travailleuses migrants et migrantes. 9 autres États européens ont fait de même. Personne ne l'a jamais dénoncé. Pourtant, depuis l'adoption en 1996 de la première directive sur le travail détaché, la Commission européenne empêche les autres États membres de signer cette convention. Elle la considère en effet comme potentiellement incompatible avec le droit de l'UE. Autrement dit, l'Union européenne tente de contourner le droit international du travail. Pourquoi cette convention précisément ? Parce qu'elle exige une égalité de traitement entre les salariés migrants et migrantes, dont les salariés détachés, et les salariés nationaux, y compris pour la protection sociale, ce que ne rend pas possible justement l'application du statut actuel. Et voilà pourquoi il nous semble nécessaire de remettre cela en cause et tous les travaux et les tentatives d'amélioration n'y changeront rien parce que c'est le principe même de ce statut que de niveler vers le bas les protections sociales. Voilà pourquoi ce rapport nous semble extrêmement important. Il s'agit d'une demande de rapport sur le problème posé et qui s'est avéré encore particulièrement
aiguë avec la vague épidémique concernant le syndrome de glissement des personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Et il s'agirait de dresser des perspectives de prise en charge qui permettraient de lutter contre l'isolement et donc contre l'expansion massive de cette pathologie. Il a été constaté lors de la première vague épidémique que les personnes âgées en établissement étaient particulièrement exposées à l'isolement, faute de matériel en quantité suffisante pour respecter les gestes barrières. Les visites ont été interdites et les syndicats de personnel et des directeurs et directrices d'établissements s'accordent à dire que cette mesure a été mal vécue. Les conséquences sont encore mal évaluées, mais il semble que cela ait entraîné de nombreux décès par défaut de soins et le développement de ce syndrome. Voilà pourquoi il nous semble important d'étudier au plus près le phénomène pour pouvoir y remédier.